Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois d'août. Et le bilan du mois de septembre arrivera très bientôt, mais j'ai préféré séparer pour que ça ne fasse pas des vidéos trop longues et que j'ai le temps de vous parler un minimum des livres que j'ai pu lire ces derniers temps, puisque j'ai pu prendre le temps de lire. Donc résultat, ça fait plusieurs livres dont je vais vous parler aujourd'hui. Et je digresse déjà, donc ce que je disais, c'est que je fais aujourd'hui le bilan de mes lectures du mois d'août. Et ça a été des lectures très différentes des unes des autres, mais que j'ai beaucoup appréciées. Je n'ai eu aucune déception, aucun livre que je n'ai pas aimé dans ce mois d'août, donc je suis plutôt contente. Sur les 5 livres que j'ai lus, eh bien j'ai apprécié les 5. Mais il y en a quand même un sur lequel j'ai un petit moment accroché que les autres, et je vais commencer par celui-ci. Il s'agit de Poems de Emily Dickinson. Donc c'est une sélection de poèmes écrits par Emily Dickinson qui sont compilés dans ce recueil et qui sont partagés en plusieurs sections. Donc on a The Poet's Art, Death and Resurrection, et entre les deux, The Works of Love. Et donc je l'ai lu en anglais, parce que je voulais le lire en édition originale, puisque c'est de la poésie, donc je me dis autant le lire dans la langue dans laquelle ça a été écrit, plutôt qu'une traduction, puisque il y a une dimension différente qui se rajoute. Et ce n'était pas comme ça que je voulais découvrir ou approfondir ma découverte de l'œuvre de Emily Dickinson. Et alors, comment dire, il y a certains poèmes qui m'ont beaucoup touchée, j'ai mis des petites annotations par endroit. Donc il y a certains poèmes que j'ai trouvés très beaux, qui ont résonné en moi, qui ont vraiment fait vibrer, qui ont vraiment fait réagir une partie de moi comme je l'aime dans les poèmes. Et parfois c'était juste des poèmes de 3 lignes ou 4 lignes, vraiment pas quelque chose de très long. D'ailleurs je pense que dans les poèmes d'Emily Dickinson, plus ils sont courts et plus je les apprécie. Et je pense que c'est parce que plus ils sont courts, et moins il y a de chances qu'il y ait des passages que je ne comprenne pas. Parce que, je vais pas mentir, il y a plusieurs poèmes que je n'ai pas compris. Donc soit parce que mon interprétation du vocabulaire n'était pas la bonne, donc ça peut être lié à ma connaissance du vocabulaire, à l'époque également, et tout simplement au langage, à la barrière de la langue. Et donc ça fait qu'il y a certains poèmes dont je n'ai pas compris le sens, j'avais le sens général, mais j'avais pas suffisamment de compréhension pour pouvoir apprécier le poème. Et il y en a eu plusieurs comme ça, et il y en a d'autres où tout simplement je les ai lus, je les ai compris, et ils me sont passés très très largement au-dessus de la tête. Notamment, il y a toute une série sur des oiseaux, ou sur des insectes, ou ce genre de choses, et je pense que 90% des poèmes sur les oiseaux ou sur les insectes, j'étais pas assez dedans, j'étais pas assez dans la réflexion pour pouvoir en faire une interprétation qui soit intéressante, parce que je pense qu'il y a des interprétations qui font que ces poèmes sont très beaux, très intéressants, etc. Mais je n'étais pas dans cette optique-là, j'étais vraiment là pour lire des poèmes qui puissent me toucher, et ça a été le cas de certains poèmes, mais pas une majorité. Donc ça a quand même été une bonne lecture, j'ai apprécié de découvrir vraiment la plume de Emily Dickinson et son style vraiment particulier, mais je n'ai pas été non plus transcendée. Ensuite, j'ai lu BFFs, The Radical Potentials of Female Friendship de Anaïs Bérouz. Donc c'est un essai, j'ai l'impression de vous en avoir déjà parlé, mais peut-être que je me trompe. C'est un essai sur l'amitié, tout simplement, et sur l'amitié entre femmes en particulier, et l'importance que ça a dans une vie. Et c'est mis un petit peu en confrontation, alors parfois en confrontation, parfois en parallèle avec les relations romantiques. Et il y a toute une réflexion sur la place et l'exigence de la relation romantique dans la société, et de l'impact et de l'importance de la relation amicale entre femmes dans cette même société. Et j'ai trouvé ça super intéressant, vraiment il y a beaucoup de passages qui m'ont beaucoup touchée, beaucoup plu, beaucoup parlé, et qui sont venus confirmer un certain nombre de choses que je pense dans ma vie de tous les jours, notamment la remise en question que j'ai ces dernières années de l'importance de la relation romantique, et du fait qu'elle soit mise sur un piédestal par la société, et qu'elle soit un petit peu imposée comme la relation idéale, ou surtout la plus importante de sa propre vie, et la stigmatisation des personnes qui ne sont pas dans une relation romantique, surtout à partir d'un certain âge. Voilà, j'ai 36 ans, je ne suis pas dans une relation romantique, et la société me le rappelle très régulièrement et me fait comprendre de bien des façons que ce n'est pas forcément normal. Et voilà, ce livre vient interroger ça et le mettre en parallèle avec les relations d'amitié entre femmes et comment elles évoluent au fil de la vie, et j'ai trouvé ça très très intéressant. Ensuite, j'ai continué une saga que j'avais commencé cet été. Il s'agit de L'encre du passé de Erika Boyer. Donc j'ai lu le tome 2. Et alors, il faut que je fasse attention à ne pas trop spoiler le tome 1, mais
Le tome 1 nous laissait un petit peu sur un cliffhanger, sur un morceau de relation qui n'était pas évident. Donc l'encre du passé, ça se passe dans l'univers des Lost Souls, donc le même univers que Promesse tenue, tome 1 et 2, que j'ai lu il y a un petit moment déjà, dont je vous ai parlé quand quand je vous ai parlé du tome 1. Et donc dans le tome 1 de l'encre du passé, on va retrouver Clément, qui est un personnage qu'on a déjà croisé dans Promesse tenue, et on va suivre sa relation avec Seven et toutes les difficultés qu'ils vont rencontrer dans cette relation, mais aussi en parallèle dans leur propre vie personnelle, puisque dans l'encre du passé, on comprend très vite que tant que chacun n'aura pas réglé certains problèmes personnels, émotionnels liés à leur passé ou à leur présent, eh bien ils ne pourront pas être ensemble totalement, entièrement et de manière saine. Donc on voit ça se mettre en place dans le premier tome. À la fin du premier tome, ça devient beaucoup plus clair et ce deuxième tome est beaucoup plus axé justement sur cette introspection et ce travail sur soi que chacun des deux va devoir faire s'il veut un jour pouvoir être heureux, que ce soit ensemble ou séparément. Voilà. J'ai adoré ce tome 2, vraiment la plume d'Erika Boyer, c'est quelque chose qui me touche toujours énormément. J'adore la manière dont elle s'exprime, dont elle exprime les émotions, et la douceur et la bienveillance avec laquelle c'est fait. Et en même temps, elle aborde quand même des sujets qui ne sont pas forcément faciles, qui ne sont pas forcément évidents à traiter ou à vivre. Et alors, je ne vais pas vous dire quels sont les sujets à traiter parce que sinon ce serait vous spoiler, mais n'hésitez pas à me demander en message privé si vous voulez que je vous le dise pour que je vous donne les trigger warnings, puisqu'elle les met dans les romans pour qu'on puisse savoir si on est prêt ou non à encaisser. Mais personnellement, je ne lis pas les trigger warnings avant quand je lis des romans de Erika Boyer, parce que je lui fais confiance quant à son traitement des sujets sensibles. Donc voilà, si vous voulez une romance qui ne soit pas trop légère, je vous conseille L'encre du passé. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai même préféré L'encre du passé à Promesse tenue, parce que j'ai trouvé les personnages un petit peu plus matures. Et que dans Promesse tenue, il y a quand même beaucoup de consommation de drogue et d'alcool à l'usage récréatif. Et c'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup, même si c'est traité dans le roman et que c'est adressé. Ça ne m'a pas empêché d'adorer ma lecture, mais ça fait que je l'ai moins apprécié que L'encre du passé. Ensuite, j'ai sorti un livre qui était dans ma pile à lire depuis très longtemps, depuis beaucoup trop longtemps. Il s'agit de So You Want to Talk About Race de Ijeoma Oluwo. Donc c'est un roman qui, comme son titre l'indique, va parler de racisme. Et il va s'adresser principalement aux personnes blanches non racisées qui veulent se renseigner sur le racisme pour éviter justement de commettre des erreurs et d'avoir des propos qui puissent être racistes ou de continuer de participer au racisme systémique. Donc globalement, elle va venir poser des définitions sur un certain nombre de termes, comme déjà commencer par définir le terme racisme. Elle va aussi définir l'intersectionnalité, l'appropriation culturelle, les microagressions, etc. Et elle va venir aussi aborder des situations en fait qui arrivent et expliquer aux personnes non racisées comment ce qu'on attend d'elles dans la façon de réagir. Donc par exemple, quand on dit à quelqu'un check your privilege, qu'est-ce que ça veut dire et comment y réagir en fait au lieu de juste se sentir offensé et s'énerver, quelle est la réaction à avoir et pourquoi est-ce que on peut dire ce genre de choses. Pareil, quand utiliser le N-word, jamais, et pourquoi. Que faire quand on a été traité de raciste et comment y réagir. Voilà, elle aborde plein de sujets comme ça pour venir éduquer la personne qui souhaiterait justement être plus actif en tant qu'antiraciste. Donc j'ai trouvé cet essai très intéressant, très instructif. Elle va aussi un petit peu s'adresser aux personnes racisées pour les aider aussi à réagir dans certaines situations pour eux ou elles se protéger du racisme. Donc j'ai trouvé cet essai très intéressant et je l'ai lu justement avec les deux points de vue, donc celui de personnes racisées, parce que je suis algérienne, je suis née en Algérie, même si j'ai vécu une bonne partie de ma vie en France, je suis quand même algérienne et mes parents sont algériens. Donc j'ai subi du racisme et j'en subis encore aujourd'hui, même si il est beaucoup moins direct. Mais voilà, je suis quand même une personne racisée qui peut être victime de racisme. Mais en parallèle, il y a aussi le fait que ça ne se voit pas sur mon visage. Là, en plus, j'ai les cheveux lissés, donc ça se voit encore moins. Donc, j'ai tendance à avoir ce privilège que les personnes non racisées ont en général. J'en profite un peu aussi. Et donc, ça veut dire que moi aussi, je peux potentiellement faire des erreurs ou ne pas me rendre compte de certaines choses, de certains privilèges que je peux avoir. Donc c'est pour ça que je m'informe et que je m'éduque avec les deux points de vue, parce que je ne dois pas oublier ni d'où je viens, ni à quoi je ressemble. Voilà.
Et j'ai trouvé cet essai très intéressant et qui m'a apporté beaucoup d'explications, beaucoup de choses. Alors, une bonne partie que je savais déjà inconsciemment ou consciemment, mais ça fait jamais de mal de les revoir, de les voir écrits noir sur blanc. Et il y a aussi des situations que je n'ai jamais rencontrées. Donc, je trouve ça intéressant de me dire que si je les rencontre un jour, eh bien, j'y serai préparée. Donc, cet essai, il me semble, déjà été traduit en français. Donc, il est disponible, je crois. À vérifier, je mettrai ça en barre d'infos. Mais en tout cas, je considère que cet essai devrait être lu par toutes les personnes non racisées. Et enfin, ma dernière lecture du mois d'août, il s'agit de ça, de Stephen King, que j'ai adoré, je l'ai dévoré pendant ma semaine du Summerwin. D'ailleurs, je pense que je vous en ai parlé dans le vlog en question, donc je vous le mettrai dans le petit i pour que vous puissiez aller voir un petit peu plus en détail ce que j'en dis. Mais donc là, je ne vais pas à nouveau m'apesantir dessus. Je vais juste vous dire que j'ai complètement découvert l'univers et la plume de Stephen King, puisque je n'en ai jamais lu avant, et que vraiment, j'ai beaucoup aimé la plume. Elle est assez frontale, brutale, même trash par moments, et elle vient relever tout ce qu'il y a de plus monstrueux, non seulement dans l'aspect surnaturel de ça, mais aussi dans la nature humaine. Et c'est limite cette partie-là qui est la plus dérangeante, mais qui fait que j'étais prise dans chaque page et que j'avais besoin de continuer de lire parce que j'espérais, il y a une part de moi qui espère trouver un équilibre quelque part. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette lecture. J'ai commencé récemment le tome 2 et je pense qu'il ne va pas faire long feu. Et ensuite, j'enchaînerai avec les films puisque je les ai mis dans ma pile à lire, enfin ma pile à voir, ma liste à voir, je ne sais plus comment ça s'appelle, dans les films à voir pour le Pumpkin Autumn Challenge. Mais voilà, je ne m'attarde pas plus que ça parce que c'est un classique et que j'en ai déjà plutôt pas mal parlé dans ma dernière vidéo, enfin dans mon vlog Summerwin. Donc voilà pour cette dernière lecture du mois d'août, mais c'était quand même un gros bébé de 800 pages, donc comme vous avez pu voir, j'ai quand même pas mal lu au mois d'août et je suis plutôt fière de moi puisque je travaillais en 35 heures et que mon boulot me prenait beaucoup de temps et d'énergie, même en dehors du travail, parce que ça ne se passait pas très bien. Donc je suis contente d'avoir quand même réussi à lire. D'ailleurs, je pense que c'est le fait de lire qui a fait que j'ai pu tenir ce mois d'août un petit peu compliqué en termes professionnels. Mais voilà, que des bonnes lectures et j'en suis très contente. Et si on fait point sur la pile à lire que j'avais prévue pour le mois d'août, donc tous les livres que j'ai lus étaient dans cette pile. Et sur les 4 restants, il y en a 2 que j'ai lus au mois de septembre, donc je vous en reparle très bientôt. Et 2 de plus que je n'ai toujours pas lus, il s'agit de Les Oubliés de Lama de Florian Soulas et Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro. Donc 2 livres que j'ai commencé, qu'il faudrait vraiment que je reprenne. Je les ai mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Et on va dire que cette fois, si je ne les lis pas, vous me donnez un gage, mais il faut que ce soit quelque chose de réalisable quand même, mais qui ne soit pas, voilà, pas que ce soit trop facile non plus. Donc, dites-moi en commentaire quel gage je devrais avoir si je ne lis pas ces 2 romans pour le Pumpkin Autumn Challenge. Voilà. Par contre, sinon, pour le reste, je suis plutôt contente puisque j'avais une grosse pile à lire prévue pour le mois d'août et que entre août et septembre, je l'ai plutôt bien avancé. Donc voilà, c'est tout pour ces lectures du mois d'août. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous font envie, si vous avez des recommandations dans le même genre à me proposer. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.